Au moment où je suis rentré, tout s'est figé, mais seulement pour moi. Les autres riaient toujours, mâchaient, buvaient. Quelqu'un était au milieu d'un toast. La fourchette de Madeleine planait à mi-chemin de sa bouche, mais je ne regardais pas sa fourchette. Je regardais le téléphone sur ses genoux, celui qu'elle venait de retirer de sa main quand j'avais ouvert la porte. Il était allumé, déverrouillé et ouvert sur une conversation que je n'étais pas censé voir. J'ai vu un message avant qu'elle ne le retourne comme s'il la brûlait, « Dis à ton mari que tu restes tard. Je réserverai la même chambre. » Chambre. Chambre. Ce mot m'a frappé comme un verre au visage. Je suis resté là, comme un idiot complet, tenant ma bière et souriant comme un animal de compagnie dressé, tandis que mes entrailles s'effondraient. Je ne pouvais même pas percevoir le son autour de moi. Je fixais sa main, celle maintenant serrée sur ses genoux, et la sueur qui perlait à sa tempe. Elle portait le collier que je lui avais acheté pour notre dernier anniversaire. Cela me rendait malade. Elle m'a vu regarder, et pendant une fraction de seconde, un microscopique éclair de vérité, son sourire s'est fissuré. C'est tout ce qu'il a fallu. Cette petite fracture. Je me suis excusé, encore une fois. Personne ne l'a remarqué cette fois. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et ont fait semblant de ne pas le voir. Je suis sorti, non pas pour un appel. Je n'ai même jamais pris mon téléphone. J'avais juste besoin d'air, ou d'un mur pour crier, ou des deux. Mais je n'ai pas crié. Je me suis juste assis sur la balançoire du porche de Warren et j'ai fixé la terre, pensant, tourbillonnant, brûlant. Qui était-il? Depuis combien de temps cela durait-il? Et combien de fois m'avait-elle regardé dans les yeux, embrassé pour me souhaiter bonne nuit, et menti sans vergogne? Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas de réponse. Je ne voulais pas me battre. Pas encore. Je voulais juste remonter 5 minutes en arrière et ne jamais rentrer dans cette pièce. Mais on ne peut pas remonter le temps dans la vraie vie. Tout ce que l'on peut faire, c'est la regarder se briser, lentement, douloureusement, un message dévoilé à la fois. Et cette nuit-là, ce n'était que le début. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté dehors pendant au moins 15 minutes, peut-être plus, tandis que l'air de décembre engourdissait mes doigts et que la réalité effaçait toutes les excuses auxquelles je voulais m'accrocher. J'aurais dû faire irruption et exiger des réponses. J'aurais dû lui demander, là, sur le champ, qui avait réservé la chambre. J'aurais dû renverser la table, crier, pleurer, tout sauf rester assis là comme un fantôme sans colonne vertébrale, écoutant mon propre cœur m'étouffer. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on m'avait appris à être calme, à maintenir la paix, à être le mari qui ne tire pas de conclusions hâtives. Le problème, c'est que la conclusion m'avait déjà sauté dessus. Finalement, je suis rentré. Ma bière était toujours sur la table, intacte. Madeleine m'a offert ce petit sourire poli qu'elle réserve aux serveurs et aux collègues qu'elle déteste secrètement. Ses yeux ne croisaient pas les miens, pas même une seule fois. Je me suis assis, j'ai hoché la tête quand quelqu'un a fait une blague, et j'ai continué à faire semblant, comme elle. Elle était en mode performance totale maintenant, coupant son poulet, sirotant son vin, interrogeant la femme de Warren sur sa retraite de yoga. J'ai fixé ses mains pendant tout ce temps. Les mêmes mains qui avaient tapé ce message. Qui l'avait envoyé à un autre homme. Qui m'avait aidé hier soir. Mon Dieu, la pensée de ses doigts dans les cheveux de quelqu'un d'autre me faisait mal aux côtes. Au milieu du dessert, je me suis excusé pour aller aux toilettes, mais je n'y suis pas allé. J'ai tourné à gauche, à la place, dans le bureau de Warren où tout le monde avait jeté ses manteaux et ses sacs plus tôt. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. C'est là que j'ai revu son téléphone. Il était dans son sac à main, dépassant, déverrouillé. Je jure que je ne l'avais pas prévu. Je jure que je ne suis pas ce genre de gars. Mais ma main a bougé comme si elle ne m'appartenait pas. Et ce que j'ai vu, ça m'a anéanti. La conversation n'était pas un seul message. C'était des dizaines, des semaines de messages, peut-être plus. Des blagues coquettes, des mèmes, des selfies tardifs. Il l'appelait Maddy. Je ne l'avais même jamais appelé comme ça. Il y avait aussi des photos, d'eux dans le miroir d'une salle de bain d'hôtel, dans une voiture, dans ce qui ressemblait à un bar sur le toit, la même nuit où elle m'avait dit qu'elle allait aider sa sœur à déménager. Et puis est venue la photo qui m'a brisé. Elle, dans mon sweat à capuche. Mon sweat à capuche préféré. Celui qu'elle disait détester parce qu'il était trop large.
Elle l'avait porté chez lui. Souriante. Cheveux en bataille. Rien en dessous. J'ai laissé tomber le téléphone. Littéralement. Il a heurté le tapis et je me suis précipité pour le ramasser. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je n'ai même pas eu le temps de fermer la conversation avant d'entendre des pas derrière moi. C'était elle. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Son mascara était légèrement étalé. Et pour la première fois cette nuit-là, elle avait l'air réelle. Pas la version polie et menteuse d'elle-même qu'elle jouait toute la soirée. Juste réelle. Effrayée. Prise au piège. Mais j'étais encore plus effrayé. Parce qu'à ce moment-là, elle n'a même pas demandé ce que j'avais vu. Elle a juste dit, je peux expliquer. Pas, ce n'est pas ce que ça a l'air. Pas, ce n'est pas ce que tu penses. Juste ces 3 mots. Et la seconde où elle les a prononcés, j'ai su qu'elle ne le pouvait pas. Elle a fermé la porte derrière elle comme si nous allions avoir une conversation privée. Pas une confrontation en bonne et due forme. Je tenais toujours son téléphone. Mes doigts étaient pratiquement fusionnés à l'étui. Mes mains tremblaient, mais les siennes non. C'est la première chose qui m'a énervé. Son calme. Comme si elle avait déjà planifié ce moment. Comme si elle savait que cela arriverait un jour et l'avait répété devant un miroir. Elle ne s'est pas jetée sur le téléphone. Elle n'a pas crié, ni supplié, ni pleuré. Elle s'est juste avancée et s'est assise sur l'accoudoir en face de moi. Comme s'il s'agissait d'une conversation civilisée entre adultes. J'étais debout, la dominant, et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais petit. Comme si elle avait pris le pouvoir avant même que je réalise qu'il y avait une guerre. S'il te plaît, écoute juste, dit-elle, ne croisant pas mon regard. Ça n'a pas commencé comme tu le penses. J'ai laissé échapper un rire horrible et brisé qui ne semblait pas humain. Tu veux dire, la partie où tu as menti à propos de ta sœur et porté mon sweat à capuche dans l'appartement d'un autre homme? Cette partie-là. Elle a grincé. Pas beaucoup. Juste assez pour me faire savoir que j'avais touché quelque chose de vif. Bien. Je voulais qu'elle ressente ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais à ce moment-là. Je n'essayais pas de te faire du mal, dit-elle doucement. Ce n'était pas censé signifier quoi que ce soit. Mon Dieu, cette phrase, ce cliché. J'aurais pu l'écrire pour elle. C'est dire à quel point c'était prévisible. Je n'arrivais pas à croire que j'avais un jour épousé quelqu'un qui pouvait dire quelque chose d'aussi bas de gamme et s'attendre à ce que cela colmate un trou de la taille de notre vie ensemble. Pas censé signifier quoi que ce soit, répétais-je, presque en chuchotant maintenant. Alors, c'était juste un échauffement, une liaison d'essai, ou avais-tu prévu quelques autres choses insignifiantes avant que je ne te prenne? Elle a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas. Elle avait l'air en colère, contre moi, comme si je n'avais pas le droit d'être aussi contrarié, comme si je l'avais en quelque sorte poussé à faire cela. J'étais seul, claqua-t-elle. Tu rentres à la maison et tu vas directement à ton ordinateur. Tu parles à peine maintenant. Nous n'avons pas eu d'intimité depuis des mois. Oh, alors c'est ma faute maintenant, dis-je en hochant la tête. Je n'ai pas envoyé de SMS à un étranger et réservé une chambre. Je ne me suis pas éclipsé pendant le dîner de mes amis. Je n'ai pas menti à chaque fois que je t'ai embrassé pour te souhaiter bonne nuit. C'est tout toi, Madeleine. J'ai fait une erreur, dit-elle. Non, dis-je, tu as répété un choix. Nous nous sommes regardés dans cette petite pièce sombre, entourée de manteaux et de musique étouffée et de l'écho creux de nos propres mensonges. Elle semblait vouloir tendre la main. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse le faire. Je lui ai tendu le téléphone. J'aurais aimé le jeter, mais je m'accrochais encore à ce stupide fil de dignité que je ne méritais même pas. Tu n'as pas seulement triché, dis-je doucement. Tu nous as enterrés, et tu n'as même pas pris la peine d'apporter une pelle. Puis je suis sorti de la pièce, de la fête, et dans la nuit glaciale sans même prendre mon manteau. Elle ne m'a pas suivi, pas cette nuit-là, mais elle a appelé. Oh, elle a appelé, et ce qui a suivi a fait paraître tout ce que j'avais déjà vu bien sage. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas tant que son parfum s'accrochait encore à ma veste et que le son de sa voix disant « ce n'était pas censé signifier quoi que ce soit », continuait de résonner dans mon crâne comme une malédiction. J'ai marché, sans direction, sans destination,
juste rue après rue dans le froid glacial, de la vapeur s'élevant de mon souffle, mes mains dans mes poches parce que j'avais laissé mon manteau à la fête comme un idiot au cœur brisé dans un film de passage à l'âge adulte. Je devais avoir l'air fou. 17 minutes après être sorti, mon téléphone a sonné. C'était elle. Je l'ai laissé passer au répondeur. Je n'ai même pas regardé l'écran. Je connaissais déjà le schéma. Premier appel par panique, deuxième par culpabilité, troisième pour le contrôle des dégâts. Au quatrième, elle passerait au SMS, et elle l'a fait. Le premier disait, « S'il te plaît, parle-moi ». Le deuxième, « Tu ne connais pas toute l'histoire ». Le troisième, « Je n'ai pas planifié ça ». C'est celui qui m'a fait arrêter de marcher. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment sous un lampadaire vacillant, et j'ai éclaté de rire. Pas planifié? Bien sûr que non. Les gens comme elle ne planifient pas de détruire quelqu'un. Ils le font juste par accident, à plusieurs reprises. Je me suis finalement traîné jusqu'à un dîner ouvert 24h24, je me suis assis seul à l'arrière, j'ai commandé un café que je ne pouvais pas boire, et j'ai juste fixé la vapeur s'élevant de la tasse. C'est là que j'ai commis l'erreur de consulter à nouveau sa conversation. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, comme piquer une plaie ouverte juste pour voir si ça fait encore mal. Spoiler, ça faisait mal. Mais cette fois, j'ai fait défiler plus haut qu'avant. C'est là que j'ai trouvé quelque chose de pire que les photos. Il y avait des vidéos. Pas des vidéos explicites, je remercie Dieu pour ça, mais des vidéos d'eux ensemble, en public, dans un bar avec de la musique live, dans une cabane, lui conduisant, elle riant, sa main sur sa jambe, elle appuyée sur son épaule dans un sweat à capuche qui ne m'appartenait pas. Elle a dit qu'elle n'avait pas planifié ça, mais il y avait une vidéo d'elle rencontrant ses parents. J'ai mis la vidéo en pause et j'ai fixé son faux sourire, la façon dont elle se coiffait derrière l'oreille, la façon dont elle avait l'air heureuse, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois, peut-être des années. C'est à ce moment-là que la chronologie s'est brisée. Parce que ce voyage en cabane, je m'en souviens clairement. C'était le même week-end où elle avait dit qu'elle aidait son amie Angela à se remettre d'une opération des dents de sagesse. Je l'avais déposée moi-même à l'appartement d'Angela. J'avais attendu dans la voiture pendant qu'elle montait chercher ses affaires. Elle m'avait embrassé sur la joue, m'avait dit que j'étais adorable, m'avait dit qu'elle m'appellerait plus tard. Et elle l'a fait, depuis une cabane avec lui. Je jure que mon estomac s'est retourné si fort que j'ai cru que j'allais vomir là, dans la cabine. Je n'ai pas répondu à ses SMS cette nuit-là. Je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai dormi dans ma voiture à 2 pâtés de maison du dîner, moteur éteint, recroquevillé sur la banquette arrière, mon téléphone toujours lumineux dans la main. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelque chose avait changé. Pas en elle, en moi. Parce que je ne voulais plus seulement des réponses. Je voulais savoir à quel point cette histoire était profonde, et j'allais le découvrir, même si cela détruisait chaque morceau de ce que je pensais être mon mariage. J'avais à peine mis les pieds dans mon appartement, celui que nous avions partagé pendant 5 ans, que mon téléphone a vibré à nouveau. J'avais désactivé les notifications des heures auparavant, mais celle-ci a forcé son passage. Elle ne venait pas d'elle. C'était d'un numéro inconnu, sans nom, sans photo de profil, juste un SMS. Tu ne sais pas la moitié de ce qu'elle a fait. Si tu veux des preuves, rencontre-moi aujourd'hui. Mon premier réflexe a été de le supprimer. Je n'avais pas besoin de plus de douleur. J'y sombrais déjà. Mais quelque chose dans la façon dont il était formulé, calme, direct, non émotionnel, m'a fait hésiter. Quel que soit l'expéditeur, il n'a pas dit « je suis désolé » ou « j'ai besoin de parler ». Il a dit « preuve ». Et à ce moment-là, la preuve était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement. J'ai répondu « Qui êtes-vous » Quelques secondes se sont écoulées. Puis, quelqu'un qui pensait qu'elle était loyale aussi. Cela m'a frappé en plein ventre. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu public, un parking de bibliothèque vide, de toutes les choses. Bizarre, je sais. Je me suis garé et j'ai attendu, ne sachant pas si j'allais me faire arnaquer, voler ou humilier à nouveau. Mais 5 minutes plus tard, une femme est sortie d'une berline argentée, début de la trentaine, les cheveux en chignon serré, les yeux assez perçants pour couper l'acier. Elle s'est dirigée droit vers ma vitre et a tapé légèrement. J'ai baissé la vitre avec prudence. « Vous devez être Théo, dit-elle. » Sa voix était froide, professionnelle. « Je suis Corinne. J'étais avec Bryce.
Le nom m'a frappé comme un coup de fusil. Bryce, l'homme des messages, l'homme que Madeleine jurait connaître à peine, l'homme des photos, l'homme de la cabane. Vous étiez, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Plus maintenant. Pas depuis que j'ai trouvé ça. Elle a brandi une capture d'écran imprimée, une conversation, sa conversation. Et là, elle était, Madeleine, riant de ma routine hebdomadaire avec lui. Il ne remarque même pas quand je suis parti. Je pourrais disparaître pendant 3 jours et il penserait que je suis en appel professionnel, avait-elle écrit. Il y avait des dizaines de messages comme ça, me manquant de respect, se moquant de moi, détruisant tout ce que je pensais que nous avions construit ensemble pendant que quelqu'un d'autre riait avec elle. Corinne ne pleurait pas. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait déjà pleuré pendant des jours, puis s'était consumé et transformé en acier. Il m'a fait la même chose, dit-elle. Même mot, même tour, même routine. Elle n'était pas la seule. Et tu n'es pas le seul à qui on a menti. J'ai dégluti difficilement. Combien de temps? 1 an, peut-être plus. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence de réseautage à Portland. M'ont menti, t'ont menti, on voyageait ensemble sous de faux noms. Ils avaient tout un système. J'ai senti le monde basculer. Faux noms? Voyage? Elle a sorti une clé USB de la poche de son manteau et l'a placée dans ma main comme s'il s'agissait d'une preuve lors d'un procès. Tout est là-dessus. Capture d'écran, messages vocaux, réservation, reçu d'hôtel. Elle ne me trompait pas seulement, elle se construisait une double vie. Et elle nous a utilisés tous les deux pour le faire. Je ne pouvais pas parler. Elle a reculé de ma fenêtre, le visage illisible. Je pensais que tu devais savoir avant qu'elle ne réécrive l'histoire. Crois-moi, elle le fera. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Je n'ai même pas réalisé que mes mains tremblaient avant de laisser tomber la clé USB sur mes genoux. Cette nuit-là, je l'ai branchée à mon ordinateur portable. Et ce que j'ai vu, ça a tout changé. Je suis resté là, fixant la clé USB comme si elle était radioactive. Mes mains planaient au-dessus du clavier, une partie de moi hurlant de ne pas l'ouvrir. Non pas parce que je ne voulais pas savoir, je devais savoir, mais parce qu'une fois que je l'aurais vu, il n'y aurait plus de prétention. Plus d'accroche à l'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu ou un écart unique. Tout ce qui se trouvait sur cette clé serait le coup de grâce. Et je n'étais pas sûr d'être prêt à ressentir ce genre de mort. Mais j'ai double-cliqué quand même. Il y avait des dossiers organisés par moi avec des noms, des voyages, des notes, des photos, des mémos vocaux. C'était comme si j'avais ouvert un fichier de projet. Elle l'avait étiqueté MNBC, ses initiales et les siennes. Comme s'il s'agissait d'une archive romantique tordue. J'ai cliqué dans le dossier le plus ancien, Portland, il y a près de 14 mois. Le premier fichier était une photo. Madeleine et Bryce dans un bar sur le toit, les lumières de la ville floues derrière eux, des verres à la main. Sa tête contre sa poitrine comme si elle était à sa place. Son sourire n'était ni forcé ni faux, il était lumineux. Cela m'a écrasé plus que tout. C'était le sourire qu'elle me donnait, celui que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Je suppose que je savais où il était allé. Il y avait des captures d'écran de mai d'un compte anonyme qu'elle avait créé pour réserver des vols. Des reçus de séjour à l'hôtel payés en espèces. Même des historiques de trajets Uber qui correspondaient au week-end où elle m'avait dit qu'elle faisait du bénévolat avec l'organisation à but non lucratif de son ancienne colocataire d'université. Chaque mensonge qu'elle me racontait était étayé par une empreinte numérique parfaitement organisée, le genre que l'on crée quand on n'est pas désolé, juste stratégique. Puis vinrent les mémos vocaux. Je n'aurais pas dû les jouer, mais je l'ai fait. Et ce que j'ai entendu a brisé ce qui restait de ma colonne vertébrale. Un extrait commençait par son rire. Ce rire léger qu'elle utilisait quand elle se croyait maligne. Puis sa voix, douce, intime, presque un murmure. Il pense toujours que j'aide Angela à faire ses cartons. Je lui ai dit que je serais de retour dimanche. Il m'a même préparé un déjeuner pour la route. Tu y crois? Il y avait un petit mot qui disait, conduis prudemment, mon amour. J'ai failli pleurer. Mais pas pour la raison qu'il aurait souhaité. Rire de Bryce. Puis encore elle. Je devrais gagner un prix pour ça. Sérieusement, il est tellement confiant que c'en est gênant. J'ai refermé le couvercle de mon ordinateur portable si fort que j'ai cru avoir fissuré l'écran. Ma poitrine me semblait s'être effondrée.
J'avais aimé cette femme. Je l'avais défendue. Je m'étais reproché, je m'étais dit que j'étais le problème, que je devais faire plus d'efforts, parler plus, être plus romantique ou présent. Pendant ce temps, elle se moquait de moi devant du vin et dans des hôtels 5 étoiles, comme si j'étais un cas de charité qu'elle éliminait progressivement. Je suis resté assis sur le sol de notre salon pendant des heures, sans manger, sans boire, fixant juste la clé USB sur mes genoux, rejouant ses mots, son ton, le dégoût dans sa voix quand elle parlait de moi comme d'une obligation qu'elle devait gérer. Mais c'est là que quelque chose d'étrange est arrivé. J'ai cessé de me sentir blessé et j'ai commencé à me sentir calme. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que c'était enfin clair. Elle ne m'a pas seulement trahi émotionnellement. Elle a démantelé notre vie avec intention. Elle a choisi cela encore et encore, et maintenant j'avais tout ce dont j'avais besoin. Pas pour tourner la page, car je ne croyais plus en ce mot, mais pour la vérité. Et avec la vérité est venue la clarté. La version d'elle que j'aimais, elle n'existait plus. Et si elle allait traiter cela comme un jeu, j'avais fini de jouer la défense. Les SMS ne s'arrêtaient pas. Les appels arrivaient à toute heure. Pendant 2 jours entiers, mon téléphone s'est allumé comme un signal d'avertissement, et j'ai ignoré chacun d'eux. Ce n'était pas par force, pas au début. C'était la paralysie, cette immobilité particulière que l'on ressent lorsque l'air est lourd et que vos pensées sont plus bruyantes que n'importe quelle sonnerie. Je n'étais pas encore fort, mais j'en avais fini d'être confus. Elle a essayé toutes les approches. D'abord, la culpabilité. Tu me fais peur. S'il te plaît, parle juste. Puis les excuses. Je ne savais pas comment y mettre fin. J'étais piégé. Puis le désespoir. Donne-moi juste 5 minutes. Je viendrai te voir. Et finalement, elle l'a fait. À exactement minuit 3, un mardi, elle est apparue. Sans avertissement. Pas de coup à la porte au début. J'ai juste vu le mouvement à travers la vitre. Son manteau couvrant à peine la robe bordeaux qu'elle portait à cette fête. La nuit où tout s'est effondré. Son maquillage était étalé. Les cheveux emmêlés comme si elle avait pleuré ou n'avait pas dormi depuis des jours. Mais je n'ai pas ouvert la porte. Pas tout de suite. Je suis resté derrière, respirant lentement, la laissant sentir le poids d'être à l'extérieur pour une fois. Puis est venu le coup. Ce n'était pas frénétique. Ce n'était pas agressif. Juste doux. Trop doux. Comme si elle pensait encore qu'elle pouvait me conquérir avec de la douceur. Avec cette fragilité performative sur laquelle elle s'appuyait chaque fois qu'elle était prise en faute. J'ai compté les secondes. 10, 20. 30 finalement, j'ai ouvert. Ses yeux se sont levés rapidement, vitreux et grands ouverts. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main avant qu'elle ne puisse parler. Le silence qui a suivi était insupportable pour elle. Pas pour moi. Je voulais qu'elle s'y asseye. Qu'elle s'y noie. Qu'elle le goûte. Je sais tout, ai-je dit. Et j'ai assez entendu votre voix dans ces enregistrements pour me durer toute une vie. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Son expression s'est fissurée. Elle ne s'y attendait pas. Je pouvais le dire. Elle pensait que je serais en colère, déchaîné, peut-être même en train de pleurer. Mais j'étais calme. Plus froid qu'elle ne m'avait jamais vu. Elle a tendu la main vers mon bras. Typique. J'ai reculé. Non, ai-je dit fermement. Tu n'as plus le droit de me toucher. Elle a commencé à pleurer alors. De vraies larmes, peut-être. Mais je n'étais pas ému. Plus maintenant. Pas après l'avoir entendu se moquer de moi devant du vin rouge et des draps étrangers. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Ce n'était pas à cause de lui. Ce n'a jamais été à cause de Bryce. J'étais juste. Juste quoi, ai-je demandé. Ennuyé? Seul? Fatigué de moi? Alors tu as construit une seconde vie et l'as racontée comme si j'étais une blague. Elle a secoué la tête, mais elle ne l'a pas nié. Je me suis écarté. Pendant une seconde, elle a eu l'air pleine d'espoir. Elle pensait que je la laissais entrer, mais je n'ai pas désigné le salon. J'ai désigné le couloir où j'avais placé sa valise préparée. Tout ce qu'elle possédait, ses vêtements, ses chaussures, son chargeur, son thé préféré, tout était soigneusement rangé,
posé contre le mur comme un invité qui avait dépassé le temps de son séjour. Tu ne dormiras pas ici ce soir, dis-je. Ni jamais plus. Elle a couvert sa bouche. Ce n'était pas un sanglot, plutôt un halètement de choc, comme si je l'avais frappé là où ça faisait enfin mal. Elle a regardé autour d'elle comme si elle voyait l'endroit pour la première fois, ou peut-être pour la dernière. Je ne pensais pas que tu me mettrais vraiment dehors, marmonna-t-elle. Alors tu n'as pas fait attention à l'homme que tu as épousé, dis-je. Et c'était peut-être ta première erreur. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas supplié. Elle a juste ramassé la valise lentement, ses mains tremblantes, son visage pâle. Et quand elle est entrée dans le couloir, j'ai suivi derrière. Non par gentillesse, mais parce que je ne lui faisais pas confiance pour partir sans tordre l'histoire une dernière fois. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je n'ai pas ressenti de soulagement. Pas encore, mais j'ai ressenti quelque chose de proche. Et je savais que ce n'était pas la fin, parce que les gens comme elle ne partent pas en silence. Ils reviennent, surtout quand ils réalisent que vous êtes sérieux. 3 semaines se sont écoulées. Pas de message. Pas d'appel. Rien. Juste le silence. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai recommencé à respirer. Pas les respirations superficielles et de survie que j'avais prises pendant cette dernière année creuse de notre mariage, mais de vraies. Pleines, régulières, comme si mes poumons se souvenaient comment fonctionner sans son poids sur ma poitrine. L'appartement semblait différent sans elle, plus calme, comme si les murs ne retenaient plus leur souffle non plus. J'ai réorganisé les meubles, décroché toutes nos photos, donné les coussins qu'elle avait insisté pour avoir, même changé les rideaux. C'était mesquin, c'est sûr, mais ça a aidé. Ce qui a aidé encore plus, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai dépoussiéré le projet passion que j'avais mis de côté pendant des années, mon entreprise d'ébénisterie. Il s'est avéré que créer quelque chose de ses mains est le moyen idéal de se rappeler que l'on existe toujours. Les commandes ont afflué au début, mais elles ont ensuite augmenté. Quelques publications virales, un coup de projecteur d'une page de design, et soudain j'avais des clients qui réservaient des semaines à l'avance. Mon téléphone vibrait à nouveau, mais cette fois c'était pour moi, pour quelque chose que j'avais construit. Puis, juste au moment où je commençais à penser qu'elle pourrait être partie pour de bon, elle est revenue. Pas en personne cette fois-ci, mais par l'intermédiaire d'un ami. Warren, le même type qui avait organisé cette fête, m'a envoyé un SMS sans prévenir. Il a dit qu'il avait rencontré Madeleine, et qu'elle avait demandé de mes nouvelles, demandé comment j'allais, dit qu'elle pourrait me contacter. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je savais ce que cela signifiait. Quelques jours plus tard, c'était là, son nom sur mon écran, un message, pas un appel, court, doux, manipulateur. Salut, je voulais juste savoir comment tu allais. J'ai beaucoup réfléchi. J'espère qu'on pourra parler un jour. Cette version de moi d'il y a quelques mois, celle qui était brisée, assise sur le parking d'un dîner, tremblante dans le noir, aurait peut-être répondu. Il aurait peut-être espéré qu'elle ait changé ou supplié pour des excuses, mais pas cette version, pas celle qui s'était reconstruite à partir de débris. Alors, j'ai répondu, mais pas comme elle s'y attendait. Je vais mieux que jamais. J'espère que tu trouveras la paix, mais nous n'avons plus rien à nous dire. Elle l'a laissé en lu, pas de réponse, pas d'adieu, et c'est tout ce dont j'avais besoin, car elle avait enfin perdu son public, et j'avais enfin retrouvé ma vie. Pas celle que j'avais planifiée, pas celle que j'avais construite autour d'elle, mais celle qui est venue après. Et étrangement, c'était mieux.